Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonjour. Vous êtes bien à Def News TV, la télé web qui fait de l'information sans langue de bois. On dit que c'est l'histoire d'un individu qui le guide. C'est l'histoire d'un peuple qui le guide. Pour ce faire, Def News a décidé de recevoir ceux qui font l'histoire de l'Afrique ou ceux qui l'ont faite. Notre premier invité, Martial Aipo, sera avec nous tout à l'heure. Pour l'instant et tout de suite, le rappel de son histoire en images. A tout de suite. Merci de suivre Def News. Bonjour Monsieur Martial Aipo, Joseph. Bonjour Daphine. Vous êtes président et fondateur de l'UDL. Oui, l'Union pour le développement et la liberté. Votre parti politique. Absolument. Créé en 2007. En 2006. Voilà. Et mais avant ça, vous avez toute une histoire, tout un parcours, tout un vécu. Nous allons un peu faire un comeback sur votre vécu et votre histoire. Avec plaisir. En tout cas, merci. Merci d'avoir répondu à l'invitation de Def News. Même c'est moi qui vous remercie. Vous savez, la télévision en Afrique, c'est un enjeu politique très très lourd. Et si des jeunes sont en train de chercher à le démocratiser, nous, on ne peut qu'être partants. Voilà. Très bien. Vous avez fait l'histoire de la Côte d'Ivoire parce que vous avez contribué à délier les langues en milieu estudiantin. Tout de suite, un bref rappel de votre histoire. Martial Aipo Joseph, vous êtes né le 29 juin 1966 à Lakota, en Côte d'Ivoire. Vous êtes né d'un père très engagé dans la politique. Absolument. Et d'une mère au foyer. Absolument. Alors, vous êtes marié, père de 4 enfants, marié depuis 25 ans. Ah oui, absolument. Pour le moment, 4 enfants pour le moment. C'est très bien. Et à suivre, il y a peut-être des enfants qui vont arriver. On ne sait jamais. Père de 4 enfants et marié depuis 25 ans quand même. Vous avez fait vos études, une partie de vos études en Côte d'Ivoire et une autre partie à Londres. Et vous êtes titulaire d'un doctorat en histoire, un doctorat que vous avez eu à la School of Oriental and African Studies, la SOAS, qui est une école spécialisée en études orientales et africaines de l'Université de Londres, qui a formé tous les grands administrateurs coloniaux de l'Empire britannique. D'accord. Voilà. Et donc, en 2005, j'ai soutenu ma thèse sur l'idéologie des élites ivoiriennes, depuis la conférence de Brazzaville jusqu'au coup d'État de 99. Conférence de Brazzaville de 1944. Voilà. Ok, et aujourd'hui, vous êtes professeur. Oui, vous vivez en Côte d'Ivoire, vous êtes professeur à l'université de Bouaké. Absolument, j'enseigne au département d'histoire. Oui. Je suis chargé de cours de relations internationales. D'accord. De l'université de Bouaké. Mais Martial Aipo Joseph, c'est tout un parcours, c'est tout un symbole de la liberté d'expression en Côte d'Ivoire. Martial Aipo, c'est un homme qui perd son père quand il est au CM1. Absolument, en 1977. Orphelin de père. Voilà. D'accord. Un père qui était très engagé sans que vous le sachiez vraiment. Vous perdez votre père au CM1. Oui. Vous allez de galère en galère et finalement vous obtenez votre bac en 1985. En juin 85. En juin 85. Voilà. Alors, obtention du bac, vous êtes dans la galère, vous êtes chez les tuteurs, vous n'avez pas de quoi vraiment poursuivre votre scolarité. Pourtant, vous êtes un très bon élève. Et ce qui va se passer, c'est que vous vous indignez parce que vous n'avez pas la bourse alors que vous avez tous les critères. Vous remplissez tous les critères. Et qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Qu'est-ce que vous faites? Disons que lorsque moi j'arrive à l'université en 85-86, en première année, on est dans un amphi de 244 étudiants et on donne la bourse à 19. Alors c'est pour juste vous faire rappeler que on est vraiment en pleine application du programme d'ajustement structurel depuis la faillite de 1978. Et donc, à partir de 1984, les étudiants étaient déjà indiqués. Et nous, on est la deuxième promotion d'étudiants qui arrivent à l'université sans bourse. Et donc, sur 244 étudiants, c'est 19 seulement. Et donc, moi, je me plains.
Et j'ai un ami de mon père qui me dit, mais toi, tu n'as pas à te plaindre, toi, tu n'as pas de problème. Je dis, mais comment j'ai pas de problème? Je suis quelqu'un qui fait partie des peut-être 2 ou 3% qui ont fait du CP1 à la terminale sans avoir refait la classe. Mon père est décédé depuis pratiquement 7 ans ou 8 ans. Ma mère elle n'a pas de revenus. Pourquoi je ne dois pas me plaindre? Non, on va à la présidence. Vous les enfants hippo, en principe, ça ne devait pas poser de problème. Ah bon, à la présidence? Ok, ben donc j'y vais. Et je rencontre le grand vizir de la République, Sououfoué, qui était Alain Belkiri, le tout-puissant, qui en fait assumait les responsabilités de chef de gouvernement, sinon de premier ministre des fêtes. Et donc il me dit, non, écoute, Martial, c'est pas la peine de t'agiter, tu sais, ton père et Oufoué, ils ont une histoire particulière, donc j'étais très, très, très brillant, donc on va régler cela. J'ai dit, mais comment? Demandez donc à la direction de la bourse de me donner, parce que j'en ai droit, ma bourse. Et puis il a dit non. Nous, on gère ça ici au niveau de la présidence. Donc, la bourse que tu devais recevoir au niveau de la DOB, la direction des orientations de bourse, nous, on va te la donner ici. Et puis, éventuellement, chaque fois que tu auras besoin de quelque chose, tu viendras ici. Donc, en gros, vous recevez une bourse de 40 000 francs CFA à l'époque. Vous êtes un privilégié parce que c'est une bourse de la présidence. Absolument, parce que ça va avec, si vous voulez, des avantages qui sont multiples, notamment la possibilité de revenir même lorsqu'on t'a donné ta bourse, lorsque tu as des petits bobos, tu l'as présenté, et puis bon, Monsieur Fier, le colonel Fier, qui était le directeur administratif et financier de la présidence, à la disposition de ces enfants-là, des pères fondateurs de la République. On se rend compte comme ça, le président, au fait, il fonctionnait de telle sorte que, bon, même quand le père a disparu, l'État de Côte d'Ivoire, à travers les services de la présidence, en prend soin. Donc, finalement, bon, moi, j'ai pas eu à trop m'interroger, j'avais l'argent, et puis après, c'est M. Belkri qui demande à M. Zinsou, qui était le directeur général du CENU, le Centre national des œuvres universitaires, de me loger. Donc, M. Belkiri appelle Zinsou, et puis Zinsou me loge à Virly. C'est comme ça, je rentre en cité universitaire en 86 et j'en ressors pratiquement après mon diplôme de licence, parce qu'il faut faire 3 ans à la cité. Avant d'en revenir à la licence, avant de revenir à ce point-là, votre père, il a fait quoi concrètement pour la nation pour que vous soyez une sorte de pupille de la nation? Bon, disons que ce que j'ai eu comme information, justement, lors de mes entretiens avec M. Belkri, c'était que le père avait, si vous voulez, une relation particulière avec le président, Houphouët-Boigny, pour la raison simple qu'en 1950, lorsque l'administration coloniale avait décidé de son arrestation, le fax, sinon le télesque qui est arrivé au bureau du gouverneur, c'était mon père qui travaillait là-bas, et donc qui a vu le document. Il était une espèce de coordinateur du renseignement dans le bureau du gouverneur pour le compte du RDA. Donc à la pause, il a informé Germain Kofi-Gado, qui était le tout-puissant secrétaire à l'organisation du PDCI. Et donc Germain Kofi-Gado a alerté tous les grands transporteurs du RDA, comme les Lamine Touré. Et puis, ils ont fait vraiment des grands convois sur Yamoussoukro. Donc, au moment où la décision doit prendre effet, c'est-à-dire qu'elle doit arriver à l'arrestation du président, au fait, et que le procureur arrive à Yamoussoukro, il se rend compte que le petit village est surpeuplé. Donc, il sait certainement que ça n'a rien à voir avec les habitants du village. Parce que justement, des milliers de militants du PDCI et RDA s'étaient convoyés sur Yamoussoukro et entouraient le domicile du président. Et donc, c'est comme ça, le député n'a pas été arrêté et il a été obligé, le procureur, lui, de le convoquer à Boisflé. Et donc, il lui a dit, je ne peux pas t'arrêter ici parce que visiblement, tu as des militants qui sont un peu dissuasifs, mais je souhaite que vous me trouvez à Boisflé. Donc, c'est juste la ville qui est à côté. Donc, le commandement des cercles était basé à Boisflé.
Et donc, la direction du PDCI arrive donc en masse. Et puis bon, une réunion se tient. On dit non, le député, pas question que tu partes à Boisflé. Parce qu'entre Yamoussoukro et Boisflé, la route est assez longue. Ouais. Et donc, c'est comme ça, le député donne sa voiture au sénateur de Côte d'Ivoire, Victor Biakaboda, et qui n'est jamais arrivé. Voilà. Qui a été assassiné par les forces coloniales sur la route en allant répondre au nom du président Houphouët-Boigny, à la convocation du procureur de la République. Et finalement, c'est en 1953 qu'on retrouve le corps ou les os de ce qui restait de Victor Biakaboda. Donc, vous voyez un peu le rôle que mon père a joué à cette époque-là dans le processus historique a quand même fait qu'il a eu un lien particulier avec le président, ce qui lui a donné suffisamment d'audace en 1957 pour dire à Houphouët-Boigny qu'il n'était pas question que la région du cercle de Grand Daou soit représentée par quelqu'un qui n'avait pas choisi. Donc c'est mon père qui monte l'affronte contre le président et qui refuse carrément que le candidat choisi par la direction du parti, notamment M. Assamoah, soit cautionné par la base. Et cette candidature a été littéralement battue par les candidats que mon père avait choisis, notamment Ishar Assouan, premier avocat de la région, et un jeune cadre qui s'appelait Germain Niaga. Voilà. Et donc les deux députés du cercle sont cautionnés par mon père contre une décision de la direction du parti. Donc pour dire simplement que effectivement dans l'histoire de la Côte d'Ivoire, mon père a joué ce rôle-là, d'abord en aidant d'une manière ou d'une autre à sauver la vie du président, mais aussi en lui faisant comprendre que la volonté du peuple était importante et que c'est elle qui devait prédominer ou du moins diriger tout ce que nous devrions prendre comme décision au niveau du parti. Malheureusement, ça a été quelque chose que le président en fait n'a pas oublié et il a fait payer quand même à la région de la Côte pendant longtemps. Bref, c'est tout ce qui explique un peu notre histoire, quoi. C'est-à-dire nous sommes un peu ancrés dans le collectif, dans la mémoire collective du pays depuis donc, la période pré-indépendance. Donc, en gros, M. Martial Ayipo-Joseph, votre père est engagé. C'est un héros parce qu'il a sauvé la vie de Feu Félix Houphouët-Boigny. Bon, il a contribué à son... Il a contribué à sauver sa manière, la vie. voilà. À sa manière. Voilà. Mais sauver la vie... c'est un peu modeste de votre part. Voilà. Disons que c'était un militant et il est resté militant jusqu'à la fin de sa vie. Donc, voilà, il a contribué au processus de libération du pays au travers de son activité de militant du PDCI à cette époque-là. Et pendant que vous avez 40 000 francs CFA de bourse d'étudiants, vous avez certains de vos amis qui n'ont pas de bourse. Alors, une première révolte va éclater. Absolument, effectivement. Donc, au mois d'octobre-novembre 86, les étudiants, bien entendu, se révoltent. Et puis, bon, il y a une première grève. Et puis, elle se passe où cette grève? À l'université d'Abidjan. En ce moment, on n'avait qu'une seule université qui avait été construite depuis 1966. Et donc, dans l'effectif prévu au départ, qui était de 6 000, on était déjà à cette époque à près de 12 000 étudiants, donc largement dépassé. Et donc, les étudiants font une grève et puis on se retrouve face à la police pour la première fois, la course-poursuite dans les rues de l'université. Et puis, bon, bien entendu, la grève a été brisée. Et puis, bon, nous, on n'en a plus entendu parler, on a arrêté carrément. Mais on n'a pas su que les responsables, les meneurs, comme on les appelait, de cette grève-là ont été arrêtés. Justement, vous avez 40 000 francs CFA de bourse, vous êtes parmi ces gens qui vont manifester pour les droits des étudiants. Et il y a une histoire quand même, il y a l'histoire de JJ, un de vos amis. Elle raconte quoi cette histoire? Bon, disons que JJ était un des meneurs de la grève de 86. Et donc, lorsque ils ont été arrêtés, cette grève a été brisée. Vous voyez? Et donc, nous, on n'a pas vraiment compris pourquoi la grève n'a pas continué, mais tout simplement parce que tous les responsables du mouvement avaient été arrêtés et ils ont été confinés quelque part, on ne sait pas où, pendant des années. Et c'est en 90 que JJ est libéré après, si vous voulez, le retour du multipartisme
En ce moment, nous, on avait déjà la FESI. Et donc, un jour, il m'a trouvé en plein meeting au campus. Il voulait me voir. J'ai dit oui. J'ai dit, mais attends, on dirait que je te connais. Il dit oui. Il dit, effectivement, ça fait 4 ans que tu ne m'as pas vu parce que je ne suis pas ici. J'ai été arrêté. J'ai dit, mais c'est pas vrai. Il dit, oui, 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 j'ai été arrêté depuis. On nous a mis à la DST une histoire mais qui faisait peur, quoi. Et donc, ils ont été confinés dans l'oubli pendant des années. Et ces jeunes-là, aujourd'hui, ils ont quand même les traces de cette répression-là. Donc, JJ, après, nous a rejoint dans le mouvement et puis il a continué aussi le combat avec nous. Mais ça a été quand même une période assez difficile et qui nous a permis de comprendre que le parti unique véritablement posait le problème. Ce n'était pas une question d'individu, il fallait tout faire pour mettre un terme à ce système-là. Parce que comment vous pouvez vous imaginer que pendant 4 ans, des gens peuvent disparaître dans un pays sans qu'on ne le sache? Mais quand même, il y a quelque chose qui est quand même qui est frappant, c'est que vous avez des acquis parce que vous êtes un pupille de la nation, vous avez une bourse et vous décidez quand même de vous engager dans une lutte pour le droit de vos camarades. Non, c'est une affaire qui est très simple. Lorsque, en juin 1990, M. Belkri, on appelait tonton bien entendu, me reçoit parce que j'ai été convoqué. Il me dit que tu as été dénoncé par tes amis comme étant l'un des responsables du mouvement étudiant. J'ai dit oui. Il dit mais comment ça se fait? Je lui ai dit non, mais que nous avons une position qui est simple. Le président de la République, ce n'est pas contre lui que nous luttons. Nous savons aujourd'hui qu'il a 90 ans. Dans les 25 prochaines années, même on peut être optimiste, dans les 5 prochaines années, nous ne pensons pas que le président sera disponible. Alors, ce qu'il faut, c'est que lorsqu'il disparaît, la Côte d'Ivoire soit sous des fondations solides. L'homme extraordinaire qu'il a été, avec sa disparition, il risque d'avoir un chamboulement. Et donc, la démocratie, donc le multipartisme intégral, permet à la nation de passer d'une histoire à une autre dans la stabilité avec toute la dimension institutionnelle que cela requiert. Donc, pour nous, lutter pour la démocratie aujourd'hui, c'est véritablement consolider le processus historique du développement de notre pays. Donc, ça n'a rien à voir avec mes positions personnelles. Sinon, en tant que filleul du président de la République, je n'ai pas de raison à me retrouver à me débattre ou à m'égosiller dans les rues. Non. Ce que nous avons descendu, c'est la Côte d'Ivoire en tant que nation, en tant que futur, en tant que capacité. Voilà. Justement, parlons de la FESI. La FESI, Fédération estudiantine et scolaire de Côte d'Ivoire, est née en 1990 de la fusion de 4 mouvements estudiantins. Dites-nous-en plus. Bon, disons que on a eu le MESI de 68 à 90. Et donc, lorsqu'il y a eu le vent de l'Est, c'est que à la cité universitaire, la coupure d'électricité le 19 février a occasionné les premiers mouvements le 20 février. Moi, j'étais en train de rédiger mon mémoire de maîtrise quand les premiers mouvements nous ont trouvés. Et il y a eu un débat, voilà. Il y a un groupe d'étudiants qui disait qu'il fallait l'amélioration des conditions de vie et d'études des étudiants. Et nous, pitontes qui étions un peu plus avancés, nous disions qu'effectivement, l'avancée suppose un changement radical du système politique. Et donc, les deux tendances se sont retrouvées en plusieurs petites organisations indépendantes. Et donc, nous, avec mon neveu Amos, Koné, et Grégoire, Unanga, et un certain nombre de camarades, nous avons créé d'abord la Tribune des jeunes et puis la Conscience estudiantine et scolaire, la CESC aussi. Et c'est donc ces différents groupes qui ne se faisaient pas du tout confiance parce qu'on ne sait jamais qui peut trahir l'autre. Qui va trahir. Parce qu'en réalité, il y a beaucoup de travail des renseignements généraux, il y a des infiltrations, il y a des retournements. Et donc, dans cette période-là, on fonctionnait dans des groupes de pas plus de 10 personnes. Est-ce que vous êtes en train de nous dire que à ce moment-là, même avant la création de la FESI, il y avait quand même des petites divisions internes entre les petits partis, les 4 mouvements qui ont créé? Non, ce n'était pas des divisions en tant que telles. C'est-à-dire que le fonctionnement se faisait par proximité. C'est-à-dire que si je ne te connais pas, je ne travaille pas avec toi. Parce que je ne sais pas, parce qu'on a vu des amis
qui étaient dans le mouvement et puis le lendemain ils ont disparu. L'histoire des DJ par exemple nous a enseigné beaucoup de choses parce que ceux qui ont commencé la nuit du 19 février 90, après il y a beaucoup qu'on ne voyait plus. Donc quand c'est comme ça, dans les cités universitaires, il y a une suspicion et puis bon, chacun s'est dit bon, il faut être très prudent. Donc moi je ne fonctionne qu'avec quelqu'un que je connais. Donc ça fait que pour des soucis de sécurité, chacun a fonctionné avec la personne qu'il connaissait. Si ce n'était pas la vraie division qu'il y a eu, elle était sur une ligne idéologique. Voilà. Ceux qui pensaient qu'il fallait demander le beurre, voilà, et puis ceux qui disaient que le beurre ne vient qu'avec le changement de système. D'accord. Donc la FESI est née de l'ONESI, qui était dirigée par M. Kwadjo Ndri. Absolument. De la CESCOSI, qui était dirigée par Azona Begré. Azoa Amos. Voilà. Était aussi créée par l'UECC, dirigée par Kadio Apia André et vous-même. Et aussi de la CSI, qui était le syndicat des élèves étudiants de Côte d'Ivoire, qui était dirigé par Clément Gogoua. Yeah. Et la FESI est née le 21 avril 1990 à 9h dans une église. Pourquoi l'église? Bon, disons qu'on a eu la bénédiction du cardinal Yago qui a autorisé qu'on fasse l'Assemblée générale. Le cinquième groupe que vous avez oublié, c'est l'association des étudiants de médecine, la faculté de médecine. D'accord. Mais c'était des infiltrés, justement. Parce que eux, ils étaient avec nous, mais ils étaient pilotés par Keïta Boubacar. Et comment vous le savez, ça? Oui, mais parce que quand on a fini l'Assemblée générale, c'est le 21 avril, au journal de 20h, Keïta Boubacar arrivait sur le plateau de la télévision pour dire qu'aujourd'hui, était Marcel et les comploteurs des enseignants qui ont toujours été contre la politique du Faux-Boigny ont créé un syndicat d'étudiants qui s'appelle la FESI, qui est dirigé par Koné Laurent Alexis, etc., etc. Il fallait être à cette assemblée générale. Et donc, on s'est rendu très vite compte que ce sont nos amis de la faculté de médecine qui ont récupéré le PV de cette rencontre-là pour aller remettre cela à Keïta Boubacar pour qu'il fasse sa déclaration. Et donc, le lundi, ça contraint Koné Laurent Alexis, qui était le secrétaire général de la CESC aussi, notre organisation, à disparaître parce que son frère était sous-préfet. Donc avec la déclaration de Keïta Boubacar, le samedi nuit, le dimanche matin, il est descendu à Abidjan, de Ferke Sédougou. Il est descendu à Abidjan, il a convoqué une réunion de famille. Et automatiquement, ils ont intimé l'ordre à Koné Laurent Alexis d'arrêter de continuer à s'agiter dans cette structure-là. Et donc le lundi où on devait aller déposer les papiers au niveau de la préfecture d'Abidjan, Koné a disparu. Donc il fallait forcément qu'on trouve un palliatif. Donc on a dû refaire une assemblée générale à laquelle finalement les amis m'ont confié la direction du mouvement, puisque en fait c'est moi qui rédigeais les TD, je faisais un peu toutes les déclarations. Donc ils ont dit bon, tant qu'à ça faire, allez, Marcel prend en même temps les rênes parce qu'on pense que tu as de la matière et puis tu peux peut-être tenir plus que qu'on l'a fait. C'est comme ça que vous devenez premier secrétaire général de la FESI. Sinon, à l'Assemblée générale, j'étais le secrétaire à l'information. D'accord. Voilà. C'est comme ça que vous devenez premier secrétaire général de la FESI. Absolument. Et le rédacteur du premier manifeste. Oui, c'est le manifeste, c'est moi qui le rédige. Comme je vous ai dit, je rédige, nous, c'est la conscience estudiantine. Voilà. La conception, la capacité. Et donc, c'est comme ça, les amis disent, bon, autant permettre à Martial de faire le travail. Et puis, à partir de ce moment-là, nous, on est parti, on a trouvé le préfet Nassa Dakouri-Léon et on lui a remis les papiers, avant même tous les partis politiques. Voilà, on lui a remis les papiers, on lui a dit, nous, c'est la FESI. Elle a dit, bon, je vous donne vos papiers. Donc, la FESI, en fait, on peut dire littéralement l'organisation qui a forcé la main au parti unique pour qu'on ait la démocratie en Côte d'Ivoire. Donc, Monsieur Martial Aipo, ce qui se passe, c'est que vous avez quand même, en tant que pupille de la nation, vous avez cette bourse et le président de la République de l'époque, Feu Houphouët-Boigny, est déçu en apprenant que vous avez écrit le manifeste de la FESI. Absolument. Et qu'est-ce qui se passe? Est-ce que vous avez pris le risque quand même de perdre vos avantages sociaux? Bon, le problème, c'est que ce n'était pas seulement moi, puisque, comme je vous l'ai dit,
Il y avait aussi les autres enfants de la famille. Et M. Belkiri m'a convoqué, voilà, il faut arrêter, sinon on va couper la bourse. J'ai dit, mais la bourse n'a rien à voir avec mes engagements politiques, c'est parce que je suis quand même le fils de Oufoué. Oui, mais Oufoué n'est pas content que ce soit son propre fils qui soit à la tête du mouvement. J'ai dit non, il ne faut pas raisonner comme ça. Bref, une longue discussion d'1 heure avec le Belkiri et finalement la décision est de suspendre tout ce que j'ai comme avantage, mais avec moi aussi tous les enfants. Et donc ça a été effectivement très 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 difficile pour les autres, comme pour moi, hein, dans tous les cas de figure. Et puis bon, mais il fallait quand même que j'assume. Parce que pour moi, il n'était pas question de céder au chantage. Et donc je suis resté, au contraire même, ça m'a encore endurci. Et puis bon, ça m'a permis de faire mon travail, comme je le disais, en tant que responsable des étudiants. Tout mon boulot, c'était de leur permettre d'avoir une voix dans la République. Et puis bon, c'est ce que j'ai fait au détriment, bien entendu, des enfants et de moi-même. Mais bon, je suis vraiment aujourd'hui désolé hein, pour ce qui est arrivé aux enfants. Et ça a eu beaucoup de conséquences graves, mais il fallait quand même qu'on assume. Et perdre ses avantages sociaux, ne passer outre ses acquis, est-ce que vous croyez que ce sont les valeurs d'un vrai leader? Bon, disons que quand on fait un combat, ça va avec des risques. Il y en a qui perdent leur vie. Moi, je n'ai perdu que des avantages socio-économiques qui étaient quand même assez probants et dans un contexte particulier du programme d'ajustement structurel avec une famille qui n'avait rien d'autre que ce support-là. Et donc, ce sacrifice a été très, très, très lourd. Mais je pense que c'est peut-être pour la bonne cause. Donc, par rapport à cela, je ne regrette rien, même si j'ai encore quand même beaucoup de ressentiment par rapport à ce qui est arrivé aux enfants de la maison. Voilà. Et on revient à la FESI, pour revenir au sujet de l'engagement. Vous êtes à la FESI, vous engagez des actions, des marches, et tout ce qui va suivre hein, dans le cours de l'histoire en 90, on s'en souvient très bien. Et il y a un événement qui se produit, la mort de Zibié Thierry. Monsieur Martial Ayepo, dites-nous, entre nous, est-ce que vous avez tué Zibié Thierry? Nous n'avons pas tué Zibié Thierry, la FESI n'est pas responsable de la mort de Zibié. Vous, Martial Ayepo, est-ce que vous avez commandité la mort de Zibié Thierry? Nous ne pouvions même pas commanditer la mort de Zibié, puisque Zibié était notre ami, et nous avons tout fait pour que cela soit évité. Et donc, en ce qui nous concerne en tout cas, non seulement en tant que secrétaire général de la FESI, mais en tant que même mouvement, je suis ferme. Ni la FESI, encore moins moi, n'ont participé à l'assassinat de Zibié. Le frère de Zibié Thierry fait des interviews, il en a fait une où il vous indique directement comme le commanditaire de la mort de son frère. En plus de cela, sur la toile, il pullule des informations comme quoi vous êtes le commanditaire de la mort de Zibié Thierry. En gros, la question que je veux poser aujourd'hui et que tout le monde se pose, pourquoi, si diffamation il y a, puisque vous dites que vous n'êtes pas le responsable de la mort de Zibié Thierry, pourquoi vous ne faites rien pour aller contre ces diffamations? Non, disons que pour une raison qui est simple, hein, on ne pouvait pas être ceux qui ont commandité la mort de ces... Parce que la mort de Zibié nous a été, si vous voulez, imposée. Ça a été quelque chose qui a permis au parti unique à cette époque-là de sortir d'une ornière dans laquelle il était bloqué. Le contexte était simple. Il y a eu une intervention à Yopougon. Nous avons réclamé une commission d'enquête internationale. Le gouvernement ne voulait pas, donc il y a eu des marches et c'est le gouvernement qui était en difficulté. Ils avaient besoin d'un élément qui leur permette de sortir de cette phase-là. Et donc la mort de Zibié a plus profité au gouvernement qu'à la FESI, puisque finalement, elle nous a permis, ou du moins a permis au gouvernement de sortir d'une mauvaise passe. Donc nous n'avons pas bénéficié de cette mort-là, bien au contraire. Et en plus, et c'est ce que les faits sont clairs, d'abord le meeting du 17 juin n'a pas été convoqué par la FESI. Ce sont les filles de Mermoz et du campus fatiguées par les exactions, y compris les viols dans les chambres que leur imposait Zibié. Et après l'incident de la veille où Zibié avait
laissé pour mort un des étudiants, Jean-Philippe Lorignon. Ce sont elles qui ont convoqué ce meeting-là. Le jour de ce meeting, moi, je m'apprêtais à aller déposer la liste des loupards qui ont passé tout le clair de leur temps à attaquer les étudiants lorsque nous faisions nos activités. Parce que Zébié aussi était parmi les gens qui, en 90, ont contribué d'une manière ou d'une autre aux manifestations. Donc, vous voyez que nous, on n'était pas les commanditaires de cette action-là. C'est les filles, les étudiants. Ça, c'est le premier point. Et quand moi, je suis arrivé sur le campus, que j'ai vu que les filles étaient en culotte, elles étaient excitées, j'ai passé 2 heures de temps sur le campus avec les étudiants. On s'est promené d'abord du rectorat à l'ENS, de l'ENS au CENU. Le CENU, c'est le Centre national des œuvres universitaires dans lequel, qui était dirigé par Vincent Zessou et un beau du président Oufouette. Lorsque nous sommes arrivés au CENU, il y a un étudiant ou soi-disant étudiant qui a dit qu'il fallait brûler le CENU parce que ses instruments étaient dedans. Et je l'ai dénoncé comme un policier, il a disparu. Est-ce que vous voyez? Et pendant ce temps, moi, je demandais à des responsables du bureau exécutif national d'aller à Mermoz pour demander à nos camarades de libérer les lieux, d'éviter qu'il y ait une confrontation avec la foule. Et donc, quand ils sont arrivés, ils ont trouvé Thierry avec ses amis qui étaient au kiosque à Mermoz. Ils leur ont dit non, le secrétaire général a demandé que vous quittez les lieux parce que la foule est très excitée, il faut éviter qu'il y ait des confrontations. Les autres sont partis avec 3 ou 4 taxis. C'est Zébié seul qui est resté. Vous comprenez? Donc, si nous, on avait l'intention de faire quelque chose contre Zébié, on n'avait pas besoin de l'avertir, de demander qu'il quitte les lieux. On n'avait pas besoin de traîner les étudiants pour baisser la tension au niveau de l'université pendant 2 heures. Est-ce que vous comprenez? Parce que nous, on se disait que bon, ça, ce n'était pas du tout une action qui nous arrangerait d'avoir des confrontations avec eux. Parce qu'avant tout, pour ceux qui ne le savent pas, Atebi Williams, aujourd'hui ancien député, c'est l'ami personnel des Zébié. Donc ce sont nos amis. Sauf qu'ils ont été retournés par le pouvoir. Mais ce n'était pas pour ça que nous allons nous comporter avec d'une telle violence avec eux. Ce qui s'est passé, c'est que lorsque la marche est arrivée à Mermoz, moi j'étais encore au campus. Voilà. Et la queue de la marche était encore du côté du rectorat. Et donc lorsque j'arrive à Mermoz, j'entends un coup de feu. Je me dis qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Et on m'informe comme ça que oui, c'est bien, ou du moins l'étudiant a été tué. Et quand je regarde en face de moi, au carrefour, pour ceux qui connaissent bien Mermoz, la cité Mermoz, en allant vers le collège Jean Mermoz, je vois un détachement de commandos de la gendarmerie, des bérets rouges. Alors je demande, les bérets rouges sont là, quand il y a eu ces incidents, et puis on me dit oui. J'ai dit donc on a été piégés. Donc il faut absolument que nous tous nous partions parce qu'ils ont commis quelque chose, ils vont nous mettre ça là-dessus. C'est exactement ce qui s'est passé. Et voilà. Est-ce qu'aujourd'hui, vu ce qui se dit sur la toile, votre nom aujourd'hui est relié à la mort de Zébié Thierry et on a l'impression que les gens essaient de vous rattacher à cette mort, vous le démontez. Est-ce que vous ne pensez pas que ce fait-là entache un peu votre carrière, votre future carrière politique? Non, absolument pas du tout. Parce que les faits sont les faits. Voilà. Et moi, je suis profondément chrétien aujourd'hui, donc je ne suis pas dans le mensonge. Et en réalité, dans le microscope politique ivoirien, l'art de l'assassinat est devenu une méthode privilégiée pour avancer politiquement. Et donc, quand les gens se rendent compte que certaines personnes comme nous autres, nous sommes restés sur des lignes politiques, idéologiques qui sont très claires, ils ont bien envie de nous confondre avec les gens. Mais ce n'est pas possible. Dans la mesure où eux-mêmes, ils savent très bien ce qui s'est passé. Même les renseignements généraux ivoiriens savent ce qui s'est passé. Vous êtes en train de dire que vous souffrez en ce moment de la politique du on-dit? Non, moi je ne me sens pas du tout concerné parce que je n'ai rien sur ma conscience. C'est lorsque j'ai quelque chose sur ma conscience que je peux souffrir de quoi que ce soit. Mais en réalité, j'estime que ce coup a été monté de toutes pièces par les gens qui étaient au pouvoir à cette époque-là, parce qu'ils ont commis des exactions à Yopougon et qu'ils avaient besoin d'un élément pour pouvoir sortir de la passe, dans la mauvaise passe dans laquelle ils étaient. Ceux qui ont tué les étudiants, Zépéa Domain et Edouard, ce n'est pas les étudiants, ce sont les éléments du parti unique. Ceux qui ont fait les exactions de Yopougon, ce n'étaient pas les étudiants. Ce sont les commandos, les paracommandos de la FIMPA qui sont descendus à Yopougon. Donc vous voyez que nous avons toujours essayé d'éviter la confrontation avec eux pour la raison simple que, comme je vous l'ai dit, ce n'était pas du tout dans notre intérêt de donner l'occasion au gouvernement de s'en sortir. Voilà.
Donc la solution de la fraction, c'est pas coupable, pas besoin de procès pour diffamation, bon, pas besoin de se justifier. Je ne me justifie pas parce que j'estime que je ne me sens pas concerné. Parce que vous voyez, maintenant, je ne peux pas empêcher les gens qui ont la conscience sale de faire leur travail. Ça, c'est normal. Parce qu'on est en politique. Il faut bien que ceux qui ont contribué, ceux qui payaient les loubards, parce que ceux qui payaient les loubards, on les connaît, l'histoire est encore récente. Et nous sommes les témoins de cette histoire-là. Ceux qui tenaient la bourse pour que ces étudiants aillent frapper d'autres étudiants, on les connaît. Vous parlez du frère des Zézé, dans la même interview, il a parlé d'un certain nombre d'individus qu'il entretient aujourd'hui. Donc ces individus-là, je pense qu'il faut bien qu'ils les demandent. Est-ce que vous n'en avez pas un peu marre que à chaque fois que vous essayez de faire passer une idée, une idéologie, que ce retour de la FESI, cette période noire de la FESI, les gens essaient d'entacher votre action par cette idée? Mais non, moi je trouve qu'en réalité, c'est de bonnes guerres. Parce que le parti unique, à cette époque-là, a découvert une dynamique et avait besoin de s'en sortir. Donc ils ont monté tout ce complot contre notre organisation, mais ça ne nous a pas fragilisé, bien au contraire. Ça nous a consolidé et la FESI est devenue une organisation qui était extrêmement efficace, populaire, qui a grandi. Parce que les filles qui ont été violées, qui ont été, si vous voulez, extrêmement battues dans leur chambre, elles savent ce qui s'est passé. Et elles se sont rendues compte qu'il n'y avait qu'une seule organisation pour les défendre. Et finalement, c'est les filles et les étudiantes qui étaient les plus nombreuses, même dans nos meetings. Vous comprenez? Donc pour nous, on a fait notre travail en tant que leader. La seule faute technique que nous avons commise, c'est qu'on n'a pas pu éviter que les gens assassinent Zébié pour mettre sur notre dos, c'est tout. Il y a une après-FESI, en fait. Après la mort de Zébié Thierry, qu'est-ce qui se passe concrètement pour vous? Bon, disons que le mouvement grandit et prend une dimension nationale. Et finalement, nous exigeons effectivement que les auteurs des exactions de Yopougon soient punis. En janvier 92, nous lançons des grandes manifestations nationales pour exiger l'arrestation, en tout cas, de tous ceux qui sont impliqués, puisque la commission d'enquête qui avait été mise par le président en place a donné ses résultats, a accusé officiellement les militaires. Et donc, fin janvier, on remporte la coupe, on est tous contents, mais le lendemain, nous exigeons effectivement qu'il y ait une sanction contre les militaires. Le président dit non, il ne peut pas prendre son propre couteau pour se couper. Et donc, le 6 février 1992, nous organisons l'une des plus grandes marches de l'opposition ivoirienne, voilà, qui nous amène à la présidence avec des milliers d'élèves et d'étudiants, et nous exigeons qu'il y ait effectivement une sanction contre les militaires, et on récidive le 13, et alors là, le 13, le gouvernement refuse de nous permettre de nous organiser ou de faire la marche. Et il y a donc l'arrestation du leader que je suis avec un certain nombre de camarades, et le 18, en protestation contre cette arrestation, toute l'opposition, y compris le secrétaire général du FPI, Laurent Gbagbo, sont arrêtés, et finalement, c'est l'année 92, l'année de la grande répression du parti unique contre les forces démocratiques qui nous conduit éventuellement en prison pendant 6 mois. Et la pression internationale, plus la pression même des camarades du mouvement qui étaient restés au dehors, voilà, qui ont continué à mener le combat, permet au président Houphouët-Boigny de renoncer à nous garder en prison, et on sort en août 92. Et c'est la partie qui marque la séquence, on va dire, émotion, parce que pendant que vous menez votre vie de militant, vous avez une vie de famille quand même. Absolument. Vous avez à l'époque la femme qui est aujourd'hui votre femme, qui est enceinte, et votre fils va naître pendant que vous êtes en prison. Voilà. Comment en fait, le vit? oh là là, c'était difficile, c'était très difficile parce qu'on arrête le 13. Alors l'enfant était supposé naître au mois de mars. Et donc le 18, l'opposition ivoirienne, toute tendance confondue, est arrêtée avec Laurent Gbagbo à la tête. Et donc le premier procès, c'est donc ça commence par nous. Et donc moi je passe au tribunal le 27 et je suis condamné à 3 ans de prison ferme. 3 ans de prison ferme. Voilà. En quelle année? En 92. Le 27 février 92, je suis condamné
à 3 ans de prison ferme. Et ce qui se passe, c'est que mes amis du mouvement se retrouvent chez ma copine pour lui annoncer que j'ai été condamné. Bon, tout en pleurs, mon ami Blé Guirao était le premier même à arriver là-bas en train de pleurer. Bon, on lui a dit, oh, ça va aller, elle est assez solide. Voilà, en tout cas, elle donne l'impression qu'elle ne peut pas tenir. Elle ne peut pas tenir. Donc, dans la nuit du 27 au 28, elle rentre en travail et puis l'enfant naît, voilà, le 28 février. Voilà. Et comment vous le vivez? Bon, je suis en prison. C'est terrible. C'est terrible, c'est difficile, mais bon. C'est la vie d'un militant. Et la mère a été suffisamment courageuse. L'enfant n'a même pas pu faire 2 heures à l'hôpital, tellement tout le monde avait peur que quelque chose arrive. Donc dès qu'elle accouche, les amis qui étaient de la fac de médecine l'entourent, font tout pour que l'accouchement se passe dans des conditions particulières. Et puis bon, quand l'enfant est né, bon, on constate qu'il est en bonne santé, et puis rapidement on le prend pour le ramener à la maison. Et puis comme ça, le lendemain, on m'envoie un petit mot pour dire que ton fils est né hier. C'était difficile, mais bon, c'était émotionnel. Les Ivoiriens disent que c'était émotionneux. Alors, en fait, après la naissance de votre fils, il y a l'émotion, il y a tout ça. Et qu'est-ce qui se passe après? Parce que, chose bizarre, vous avez été arrêté parce que vous avez milité peu de temps après. Vous êtes arrêté en même temps que Gbagbo Laurent et toute la panoplie des opposants. Mais chose bizarre, vous réussissez à sortir du pays. Bon, disons qu'en 93, ça faisait pratiquement 4 ans que j'étais à la tête de la FECI. Et donc, les tests du mouvement nous disent qu'il faut faire 1 an, un mandat renouvelable une seule fois. Alors moi, mon mandat a commencé en 90, il devait être renouvelé en 92, j'étais en prison. Donc on n'a pas pu faire de congrès et on a continué jusqu'en septembre 93, ça faisait pratiquement 4 ans. Donc j'aurais pu me représenter puisque je n'avais fait qu'un seul mandat, mais j'ai considéré que ce n'était pas une bonne chose que de chercher à me représenter comme secrétaire général, qu'il fallait laisser la place à toute personne pour pouvoir diriger le mouvement. C'est comme ça, je quitte la tête de la FECI et je permets à Guillaume Gorin-Jeune de prendre la direction. Et puis bon, entre septembre et juillet, septembre 93 et juillet 94, je commence à travailler comme assistant de recherche avec des gens et d'autres amis de la fac au CEPRAS, qui était un centre d'études prospectives en sécurité sociale. Et pendant ce temps, il y a la mort du président, en fait, en décembre. Il faut dire que vous avez été libéré quand même. Vous étiez oui, on est sorti en... Vous êtes sorti bien avant, oui, et c'est dû à quoi? Non, il y a eu une pression internationale terrible, puisque nos camarades de la FECI maintenaient la pression avec les grèves constamment, mais la communauté internationale n'a pas permis au fouet de nous laisser en prison. Et donc, après 6 mois, 7 mois, on est sorti de prison en août 92. Voilà. Et donc, un mois plus tard, moi j'ai laissé la direction de la FECI à Dieu, et puis bon, Dieu a continué. Mais avec la mort du président, au fait, effectivement, Bédier a pris la tête du pays, il voulait affirmer son autorité, les symboles qu'il fallait effectivement détruire. Il avait d'abord le FPI, mais il y avait surtout la FECI. Et donc j'ai été traqué d'une manière particulière par les forces de sécurité qui cherchaient à m'impliquer dans la gestion au quotidien de la FECI, alors que je n'étais plus responsable de ce mouvement-là. Donc j'ai dit à mon épouse, il faut qu'on se marie, qu'on quitte le pays, parce que ces gens-là, jusqu'à ce qu'on arrive aux prochaines élections, je crois qu'ils sont capables du pire. Donc on a quand même suffisamment souffert de ce qui s'est passé. Il faut permettre aux autres de reprendre le flambeau. Il y a une autre zone d'ombre à lever, c'est qu'on vous accuse aussi d'être commanditaire de certaines exactions de la FECI à cette époque-là. Donc vous n'étiez pas président de la FECI, vous le confirmez ici? Non, mais moi j'ai quitté la direction de la FECI en septembre 93, et donc de septembre 93 à juillet 94, c'est le camarade Guy Ngoran Jeune qui était le secrétaire général.
le général Wassena voulait m'impliquer forcément parce qu'il se disait que moi j'étais la main noire derrière en train de manipuler les étudiants. Je lui ai dit que moi je ne me sentais pas concerné et pour lui donner vraiment la preuve que je n'étais pas du tout quelqu'un qui, quand il laisse une chose et essaie de l'instrumentaliser à son avantage par la suite, j'ai décidé de quitter le pays avec mon épouse et on s'est mariés en 94 et puis quelques semaines plus tard on a quitté le pays. Alors, Monsieur Martial Aipo-Joseph, vous partez avec votre femme en Angleterre et vous invoquez le voyage de noces pour quitter le pays. Absolument, parce que comme vous le savez, on a un gouvernement très répressif avec le général Wassena Koné pour ce que nous savons de lui, de l'histoire de la Côte d'Ivoire. Et donc, on fait le mariage. Et puis après le mariage, c'est le voyage de noces. Donc, c'est dans ce cadre-là qu'on se retrouve à Londres le 4 juillet 1994. Et puis bon, arrivé à l'aéroport, on fait directement la demande d'asile. D'accord. Qui nous est accordée 3 ans plus tard pour des raisons qui sont difficiles à évoquer ici. Mais bon, qui nous permettent éventuellement la demande d'asile de changer carrément de page, voilà, de tourner la page et de voir ce qu'on peut faire pour demain. Et en fait, vous disparaissez, en arrivant à Londres, vous disparaissez carrément de la scène politique. Mais non, pas du tout, parce qu'à Londres, on a beaucoup travaillé de la campagne dans le cadre de la lutte contre l'ivoirité. Nous avons participé à beaucoup d'actions au niveau de l'Angleterre et puis même au niveau de l'Europe. Et puis bon, en 1998-99, on fait partie aussi du grand mouvement social, de l'annonce pour l'annulation de la dette. Donc on reste toujours dans les réseaux de mobilisation politico-sociale. Et puis bon, après, vous savez très bien ce qui se passe en Côte d'Ivoire avec le coup d'État. Et puis bon, ça donne d'autres perspectives pour nous en tant que militants. Et puis en tant qu'individu aussi par la suite. Et chose étonnante, quand on vous revoit en Côte d'Ivoire, c'est aux côtés de Guy Robert. Et ça sonne le glas, parce que les gens, après, vont penser une chose que Def News traduit aujourd'hui. Tout le monde se pose la question, est-ce que vous avez signé une sorte de pacte avec Guy Robert? Est-ce que vous avez trahi la nation? Bon, disons que Guy Robert lui-même, il vient d'où? Il vient du fait que le 24 décembre 1999, à cause de la corruption rampante qu'il y a dans le système politique ivoirien, des jeunes qui sont allés faire le maintien de la paix en Centrafrique n'ont pas reçu leur paye depuis plus d'1 an et font une revendication qui tourne au cou et ils décident de faire un coup d'État tout simplement parce qu'il y a eu des échauffourées avec leur supérieur hiérarchique. Alors, ils demandent à Gueye de venir diriger ce coup d'État. Après, bien entendu, avoir demandé à d'autres officiers, on connaît l'histoire de la position de Mathias Doué qui a refusé. Mais comme ils savaient que Gueye était pratiquement leur père spirituel, parce que ce sont des jeunes de la FEIPAC, et la structure qui était intervenue justement dans le cadre des opérations de Yopougon, voilà, de 91. Et donc, c'est eux qui lui demandent de venir, sinon ils sont obligés de prendre le pouvoir et faire ce qu'ils veulent faire. Les connaissants, donc il assume, vous voyez, un coup d'État qui n'est pas fait par lui. Et quand il arrive, il laisse la place ou la possibilité aux partis politiques qui existaient, notamment à ceux de l'opposition, le RDR principalement, et le FPI, de composer l'essentiel du gouvernement. Est-ce que vous voyez? Donc il est devenu un instrument entre les mains de ces structures-là pour effectivement faire une transition militaire. Et c'est dans ce cadre-là qui permet la mise en place de la commission consultative constitutionnelle et électorale dans laquelle la nouvelle constitution ivoirienne actuelle est rédigée et donc qui permet l'émergence d'une nouvelle république qui est basée sur un certain nombre de principes démocratiques, y compris l'âge de vote à 18 ans pour les jeunes et puis éventuellement la suppression de la peine de mort. Bref, un processus démocratique qui est en train de se mettre en place. Voilà. Et donc nous, en tant que responsables du mouvement étudiant par le passé, nous avons été invités par la junte militaire
à régler un problème qui était précis, celui de la guerre des machettes. Puisque les contradictions entre le FPI et le RDR ont commencé, dans un premier temps, au niveau des étudiants. Et donc, la direction du mouvement a échappé à Blé Goudé. Et finalement, une guerre des machettes qui faisait des victimes horribles sur le campus s'était déclenchée. Et donc, ils ont considéré que j'étais le seul à pouvoir les aider. Et donc, je suis arrivé en avril. On a fait les 10 ans de la FESI. Et puis après, j'ai réuni toutes les tendances pendant 3 mois pour régler cette guerre-là. Et effectivement, les machettes se sont tues. Il y a eu des examens. Et puis moi, je suis rentré à Londres. Donc, si vous devez résumer votre action auprès de Guéhi Robert, vous devez résumer cette position auprès de Guéhi en un seul mot. C'est lequel? C'est tout simplement le fait que j'ai posé un acte patriotique, puisque la nation traversait une situation extrêmement difficile. Et c'est au cours de cette période-là que je me suis rendu compte qu'en réalité, la guerre qu'il y avait entre les étudiants n'était pas la guerre. C'était les contradictions pour la gestion ou la prise du pouvoir par rapport aux élections qui venaient entre le FPI et le RDR, qui étaient finalement les deux partis qui restaient, puisque le PDCI venait de perdre le pouvoir. Et donc, c'est dans ces conditions-là que moi, à la tête d'un certain nombre d'anciens de la FESI, nous avons demandé qu'il y ait des conciliabules, des réconciliations entre le FPI et le RDR. Aucune des deux parties ne nous a écoutés. Chacun restait sur sa position. Et puis bon, en juin, moi, je suis rentré à Londres. C'est quand, effectivement, les militaires, y compris le général lui-même, se sont rendus compte que la contradiction était tellement poussée entre le FPI et le RDR. Ça allait toujours donner une guerre civile, qu'il a décidé d'être candidat. C'était mon analyse aussi. Parce que je me suis dit, à partir du moment où moi, j'ai déjà géré une guerre au niveau des étudiants, quand ça va arriver au niveau de la direction du FPI et du RDR, c'est forcément une guerre civile. Et donc, pour moi, il était question d'éviter que cette guerre-là entre ces deux parties ne débouche sur une confrontation. Malheureusement, le peuple de Côte d'Ivoire a considéré que nous étions dans la position qui n'était pas correcte. Donc aujourd'hui, on assume 15 ans de guerre, on assume des milliers de morts, et puis voilà. Justement, 15 ans de guerre entre des partis politiques, et on a la sensation, ça c'est un avis, on a la sensation que vous êtes entre, parce que le FPI, certains partisans disent que vous êtes un traître, comme si vous aviez passé un contrat avec le FPI. Certains partisans du RDR vous traitent on va dire, ils demandent que vous demandiez pardon à la nation parce que vous avez causé du tort, parce qu'il y a des jeunes qui sont partis au combat sous vos commandements quand vous étiez à la FESI et qui se sont fait tuer, certains qui n'ont pas fini leurs études, certains... Vous pensez quoi de tout ça? Est-ce que vous avez fait un contrat avec le FPI? Je vais juste vous corriger sur deux choses. La première chose, nous, en tant que responsables étudiants, on n'a pas signé de contrat avec qui que ce soit. Nous avons une plateforme qui était la revendication pour la démocratie. Comme je vous l'ai dit, nous avons tout fait pour que, effectivement, la démocratie soit. Donc, c'est par nous que le mouvement démocratique a été autorisé en Côte d'Ivoire. Donc, aussi longtemps que la démocratie est menacée, nous nous considérons, en tant qu'ouvriers de l'avènement de cette démocratie-là, concernés. Et c'est dans ce cadre-là que nous avons travaillé avec le FPI. Est-ce que vous voyez? Et nous nous sommes mis d'accord pour qu'effectivement la démocratie soit effective dans notre pays. Voilà. Vous avez travaillé avec le FPI en tant que mouvement externe, pas... En tant que mouvement autonome. Parce que moi, aujourd'hui, le président Laurent Gbagbo est en prison. Il le sait très bien. Je ne me suis jamais assis avec lui pour parler de quoi que ce soit. En tant que responsable, j'ai pris mes responsabilités. J'ai estimé que le mouvement étudiant devait jouer le rôle de moteur du combat démocratique. Je l'ai assumé. Il en a profité. Et puis moi, je trouve que c'est tout à fait normal. Parce que le syndicat... il forme, il organise, il mobilise, les partis politiques en profitent en fonction de leur position. Mais on ne s'est jamais assis avec quelques partis politiques que ce soit. Sauf que, effectivement, il y a un aspect émotionnel sur lequel je vais revenir. Vous savez, j'ai été arrêté le 13 février. Et le 18, Laurent Gbagbo a accepté de faire la marche. Et à la suite de cette marche, il a été arrêté. Et donc, dans la conscience collective, c'est à cause de moi que Gbagbo a été arrêté. D'accord. Et donc, à partir de ce moment-là... Vous êtes un traître. Je dois le soutenir aussi. D'accord. Quelle que soit la position. Mais ce que moi j'ai toujours dit, c'est qu'aussi longtemps
qu'on ne peut pas s'entendre sur la contradiction principale, qui est celle de la sauvegarde de la démocratie, moi je ne m'engage pas dans des choses pour lesquelles je ne suis pas convaincu. Ok. Donc en gros, ce que vous nous dites aujourd'hui, vous n'êtes pas un traître, parce qu'un traître c'est quelqu'un qui trahit, vous n'avez trahi personne. Non, on n'a pas de trahison. On a une plateforme sur laquelle nous sommes en tant que mouvement démocratique, d'un côté syndical, de l'autre politique. Aussi longtemps qu'on ne peut pas s'entendre, effectivement, on peut se séparer à un moment donné. Mais lorsque on se rend compte que cette séparation, elle ne remet pas en cause notre engagement par rapport à nos contradictions principales, qui sont tout faire pour que la démocratie soit une réalité dans le pays, on se retrouve. C'est comme aujourd'hui, je vous dirais que nous, notre position qui avait été déclarée comme traite en 2000, c'est vérifié, puisqu'on est dans une situation de guerre civile depuis 2000. Et donc finalement, la ligne, parce que c'est une question de ligne idéologique, la ligne que nous suivions, elle était peut-être minoritaire en 2000, mais aujourd'hui, elle a démontré son effectivité. Et donc c'est cette ligne-là qui devrait être aujourd'hui réhabilitée. Et c'est elle qui a permis effectivement de maintenir encore la possibilité de mener un combat. Sinon, si on avait suivi, si nous tous nous étions engagés sur des positions opportunistes, vous voyez ce que ça aurait donné. On n'aurait pas aujourd'hui la possibilité de mettre un terme à ce qui se passe comme rattrapage ethnique en Côte d'Ivoire. Ouais, donc c'est une question de ligne, c'est une question de conviction, et puis voilà. Voilà. Donc moi je pense que concrètement, il va y avoir une falsification de l'histoire du PDCI à ce faux congrès qui va être organisé, mais je suis persuadé que le peuple du PDCI ne suivra pas la direction si elle continue dans cette erreur-là. Et le peuple du PDCI va se mobiliser pour que le candidat qui va sortir d'entre leur cadre pourra effectivement être candidat au présidentiel, et avec l'opposition démocratique, on battra Ouattara à plate couture, et cette parenthèse des sang et cette parenthèse des catastrophes sera très rapidement close. Et que pensez-vous des multiples et de nombreux palabres au sein du FPI? Et que croyez-vous que c'est quoi pour vous la solution miracle pour que le FPI soit enfin soudé et non autour de divergences qui effritent un peu le parti? Non, disons qu'aujourd'hui, le FPI fait face à ce qu'on pourrait appeler en langue de chez nous la guerre du européen, c'est-à-dire l'art du positionnement interne. Or que l'art du positionnement interne ne compte que quand nous sommes dans une situation de paix. Il y a un président qui a été arrêté le 11 avril, qui est aujourd'hui face à la justice internationale. Il y a le peuple de Côte d'Ivoire qui ne comprend pas véritablement ce qu'on appelle le rattrapage ethnique développé et amplifié par l'extrémisme tribal, clanique de Ouattara, et donc qui se pose des questions sur des perspectives. Il y a donc des contradictions principales, celle de faire en sorte que le leader soit ramené à la maison et faire en sorte que la démocratie soit restaurée dans le pays. Alors la guerre de positionnement n'a pas de sens, elle est absolument contradictoire avec les intérêts du peuple de Côte d'Ivoire. Et ce qui fait que nous considérons que tous ceux qui se mettent dans cette dynamique-là sont en réalité traitent, si vous voulez, à la lutte de notre peuple. Et le FPI a sa place, et le FPI doit contribuer d'une manière décisive à ce retour de l'ordre démocratique là. Et donc aujourd'hui, c'est vrai, Afin Guessan est combattu par des camarades qui estiment que sa ligne est fausse. Je vous avais dit tout à l'heure que quand on est dans un parti politique, c'est la question des lignes. Et moi, je pense que la ligne d'Afin aussi est fausse. Parce que ce n'est pas en accompagnant le pouvoir RDR qu'on peut éventuellement faire revenir la démocratie dans le pays. On peut peut-être permettre que, de façon ponctuelle, le compte d'un monsieur comme Gossieux soit libéré et qu'il puisse bénéficier de ces fonds. Mais en réalité, d'où viennent ces fonds-là? Est-ce que ce n'est pas ce comportement, cette façon de faire qui a conduit au 11 avril? Est-ce qu'on s'est interrogé sur le comportement de l'élite dirigeante qui était autour de Gbagbo pendant la gestion de son pouvoir, qui a effectivement fragilisé la refondation? Bref, je pense qu'il y a une contradiction principale, une contradiction secondaire. Nous, ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est comment fermer la parenthèse ouverte en 1993 par M. Ouattara, qui va être fermée en 2015, et puis à partir de ce moment, entre 2015 et 2020, restaurer
la nation et puis permettre aux Ivoiriens de se retrouver dans leur pays comme ils ont toujours rêvé. Voilà. Un mot sur la gouvernance du RDR. Disons que c'est ce qu'on nous voyons, un pont qui a été construit, voilà, avec la publicité, l'émergence, et puis enfin qui s'est retrouvé immergé dans de l'eau en quantité après une petite pluie du mois de février. Vous comprenez ce que ça veut dire? Est-ce que vous n'êtes pas en train de diaboliser le RDR? Mais non, je ne diabolise pas, la réalité est là. C'est pas moi qui ai pris les photos, moi je ne suis pas en ce moment à Abidjan. On a vu les photos du troisième pont, complètement inondé. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le travail a été mal fait. Vous savez, on connaît cette affaire. C'est 1977, le projet de la surfacturation qui donne le résultat d'une crise économique dans laquelle nous sommes depuis. Voilà des gens qui sont arrivés au pouvoir avec la possibilité de rattraper le pays sur des questions de fond, la réconciliation, la reconstruction, etc., etc. Et en moins de 2 ans, ils ont réussi à réendetter à près de 2 milliards de dollars, c'est-à-dire pratiquement 1000 milliards, l'essentiel de ce qu'on a reçu comme déduction à travers le programme du PPTE, notre pays. Qui va payer ces dettes-là? L'argent est parti dans quelle poche? L'argent est parti dans la poche des amis de Ouattara. Mais c'est nous qui allons rembourser. Est-ce que vous voyez? C'est de la même manière qu'en 1977, après qu'on ait eu pratiquement 1000 milliards de bénéfices après les ventes du café cacao, on s'est retrouvé en 1978 dans une crise qui nous a conduit au programme d'ajustement structurel qui a créé la catastrophe dans le pays. Parce que les gens ont volé l'argent. Est-ce que vous voyez? Donc à partir de ce moment-là, moi je pense que c'est vrai, ils ont suffisamment pris, ils ont suffisamment mangé, mais ce que les Ivoiriens veulent, c'est être dans un pays où ils peuvent se retrouver en frères, en amis, avoir un gouvernement qui puisse prendre soin des Ivoiriens au quotidien et non pas prendre soin d'eux-mêmes. À partir de ce moment-là, j'estime que M. Ouattara, il a duré à la tête du pays. Il a demandé un seul mandat, au moins qu'il soit honnête avec lui-même. Voilà. Il a dit, donnez-moi un seul mandat, on lui a donné le mandat, il n'a rien fait. Il n'a pas parti. C'est eux qui disent que les anciens et les vieux doivent partir. Voilà. Donc lui-même, ça doit commencer par lui-même. C'est ça qui est la vérité. Monsieur Martial Aipo Joseph, vous êtes président et fondateur de l'UDL. Vous dites vouloir sortir de la République des présidents rois pour aller vers celle du peuple roi. Est-ce que vous n'avez pas une vision un peu utopique de la gouvernance en Afrique? Non, pas du tout. C'est une vision citoyenne. C'est-à-dire que nous sommes restés dans un système néo-présidentialiste où c'est le président de la République qui décide d'où et la finalité de toute chose se résume à sa personne. Maintenant, ce que nous avons, c'est de faire en sorte que nous rentrons dans l'ordre inverse. C'est-à-dire que le président puisse être celui qui permette au peuple de s'exprimer, de faire en sorte que ces revendications, ces aspirations deviennent une réalité. Mais en réalité, on n'a pas le choix. Parce que le système qui a été conçu pour le Pachidem comme Mfobani ne peut plus fonctionner. On avait à peine 10 étudiants à cette époque-là. Aujourd'hui, on a 1000 médecins qui sont au chômage. Et ça, c'est le chiffre le plus optimiste. Voilà. On a pour un concours au niveau de l'ENA, l'École nationale d'administration, 300 places, il y a eu 82 000 candidats. Or, l'École nationale d'administration, c'est pour ceux qui sont diplômés de l'université, niveau licence, niveau maîtrise. Donc, ça veut dire quoi? On a près de 100 000 diplômés de l'université qui ont besoin d'avoir de l'emploi. Donc, dans ces conditions-là, le système qui a permis d'avoir des hommes forts ne peut plus marcher. Il faut un système qui fonctionne sur la base des institutions fortes, sur une gouvernance qui est tout à fait différente de celle que nous avons eue aujourd'hui. C'est une obligation structurelle de l'économie nationale. Et pour mener à bien vos projets, vous dites, vous envoyez un nouveau terme qui est la troisième voie. Expliquez-nous ce que c'est que la troisième voie et c'est quoi, quels sont les objectifs de la troisième voie à travers l'UDL? La troisième voie, c'est une vision qui est de refuser le système du parti unique tel qu'il a été conçu pour les gens comme les Houphouët-Boigny et qui refuse aussi de rentrer dans la dynamique de la guerre permanente telle que nous vivons sous la Deuxième République actuelle en Côte d'Ivoire. C'est une vision qui consiste à faire en sorte que la démocratie redevienne la norme et que l'exception soit véritablement la dictature. Mais une dictature qui est fondée effectivement sur la loi. Donc nous, ce que nous souhaitons aujourd'hui,
c'est que le peuple de Côte d'Ivoire assume ses responsabilités. En octobre 2015, donne une lettre de remerciement en bonne et due forme à Ouattara, réécrive son histoire, se réapproprie sa dynamique historique et que à la fin, entre 2015 et 2020, on a une nation restaurée qui est prête effectivement à faire face à ces défis majeurs et que dans les 25 prochaines années, nous devenions une référence telle que nous le devrions, malgré que effectivement notre élite dirigeante, principalement le président Bédié et son ami Ouattara, nous ont conduits dans le tour où nous sommes aujourd'hui. Et votre mot de la fin, on tire vers la fin de cette interview. Votre mot de la fin à la nation, c'est lequel, votre message, le message fort de cette interview? Disons que depuis la disparition du président Houphouët-Boigny en 1993, nous avons ouvert une parenthèse extrêmement sanglante. Faites des tentatives de coup d'État, faites des coups d'État, faites des guerres, faites d'assassinats politiques. Vous savez ce qui s'est passé tout dernièrement, ces 2 derniers mois, avec les assassinats des enfants à Abidjan, ça ne ressemble pas à la Côte d'Ivoire. Alors nous avons une seule occasion. Il ne faut pas qu'on se laisse distraire. La seule occasion qui nous reste, c'est octobre 2015. Il faut que chaque Ivoirien se donne pour objectif, de faire en sorte qu'il ait ses papiers. Donc les audiences... Ses papiers, c'est-à-dire... Voilà, c'est-à-dire ses actes de naissance, parce que vous savez qu'après la guerre civile, il y a eu des destructions du fichier administratif par les rebelles. Et donc aujourd'hui, nous sommes en train de rentrer dans le processus électoral. Il n'y a plus question de faire des bavardages. Mais comment cela est possible quand le FPI refuse le recensement? Non, mais je pense que c'était une position qui était dogmatique et qui a conduit à la réalité actuelle, c'est-à-dire à l'échec et au 11 avril. Maintenant, ce qu'il faut faire, c'est la méthode contraire. Être prêt à l'affrontement électoral. Cela suppose que, avec les audiences foraines, tous les Ivoiriens qui n'ont pas leurs actes de naissance se mettent en rang pour faire leurs actes de naissance. Et que tous les jeunes qui n'ont pas pu avoir leur carte nationale d'identité entre 2008 et 2015 soient à même de les obtenir. Et qu'on soit sur les listes électorales. Ça, ce sont des batailles immédiates. Et à partir de ce moment-là, nous serons capables de déterminer qui peut gagner les élections. C'est pour ça que nous sommes sereins. Nous disons que Ouattara ne peut pas gagner ces élections. Il fait beaucoup de bruit parce que lui-même, il sait qu'il a déjà perdu. Vous savez, quand on était jeune, quand tu vois quelqu'un qui vient te torpiller sur une go, ça veut dire que lui, il a des difficultés pour percer. Alors, à partir de ce moment-là, nous pensons que son attitude est tout à fait semblable à celle qui sait que, à celui qui sait qu'il a déjà perdu et il veut décourager les autres. Nous ne sommes pas découragés. Au contraire, nous sommes encore plus déterminés que par le passé. Nous avons rencontré des aînés et je pense qu'ensemble, nous sommes en train de construire quelque chose de positif, quelque chose qui ressemble véritablement à la Côte d'Ivoire. Et les Ivoiriens doivent faire ce choix-là. Ils doivent tourner la page de cette parenthèse ensanglantée et ouvrir une nouvelle scène du développement effectif de notre pays. Merci beaucoup, M. Martial Aïko. C'est moi qui vous remercie parce que vous savez, la RTI, c'est la télévision de Ouattara et de CSB qui nous empêche de parler aussi longtemps que des jeunes africains qui sont basés en Occident souhaitent que le débat soit ouvert. Nous sommes prêts à les accompagner et donc nous avons été véritablement heureux d'être à Def News ici. Merci. Def News n'est pas du tout donné d'aucun bord politique. Def News reçoit tout le monde, qu'on soit RDA, UDL, FPI ou encore d'autres bords. On vous remercie. On a un tout petit cadeau de la maison. C'est du chocolat. Merci. Hein, et cacao de Côte d'Ivoire? Oui, et du café, parce Absolument. que nous sommes en tête de production de café et de cacao. Donc on se dit à Def News que c'est le cadeau idéal pour nos invités. Merci beaucoup, M. Martial Aïko. Merci beaucoup. J'espère Bonne dégustation. Merci beaucoup. J'espère que ce sera du café made in Ivory Coast. Oui, Côte d'Ivoire. sûrement. Parce que aussi, la fameuse émergence, ça passe par l'industrialisation de nos produits. Tout à fait. Voilà. Et donc, c'est moi qui vous remercie. Les portes de Def News sont bien ouvertes. Et on en profitera, ne vous en faites pas. Je vous remercie. Merci beaucoup à tous ceux qui ont suivi cette émission. Def News continue sur la lancée. Nous recevrons d'autres personnalités ici même. Il n'y a pas de bord politique. Nous laissons juste la parole aux personnes qui ont écrit l'histoire pour qu'elles la racontent comme elles l'ont vécue. Merci d'avoir assisté à cette interview et à la prochaine pour Entre nous, on se dit tout et tout comme il faut.